de la scène et une jeune fille lui faisant ça au... Ils étaient 3, 4000, ce qui fait 20, 30 $. Dans cette tombe, il n'y a rien sous terre. Si jamais des bombes sont lancées depuis la Corée du Nord, les dames de compagnie peuvent courir s'y réfugier. Nous allons parcourir 2,4 km aujourd'hui, où nous allons voir des environnements très différents, comme nous l'avons vu récemment. Ici, c'est une zone très touristique, avec des Japonais et d'autres touristes. Ça s'appelle Yanaka Ginza, et c'est caractéristique pour cette petite ruelle avec de jolies rues pleines de petites boutiques. Ici, regardez, il y a une boulangerie par exemple. Vous savez que la culture des boulangeries au Japon est assez curieuse. Voyons, on va essayer, parmi les pains les plus bizarres qu'on peut trouver. Après, bon, il y en a beaucoup qui sont assez communs. Bon, par exemple, avec un peu de poulet, une sauce quelconque. Bon, voyons, 3 petits pains assez japonais. Celui-ci, c'est le pain au curry. Ah, j'espère qu'il n'est pas trop lourd. Ce genre de pain est souvent une vraie bombe. On l'ouvre et il y a toute la sauce au curry à l'intérieur, dégoulinante, frite par-dessus. Délicieux. Et avec cette chaleur... Oh, que c'est bon! Non, mais c'est vraiment bon. La sauce au curry n'est pas typique, on dirait plutôt un curry à la tomate. Un petit peu de viande. C'est un peu épicé? Ce n'est pas épicé. Voyons le deuxième. C'est la première fois de ma vie que j'en goûte, mais il paraît que c'est un pain frit avec des œufs de poisson. Le manteco, qui n'est pas l'un de mes préférés, mais bon. Très dur, mais le goût est très bon. Je ne suis pas vraiment fan de ces œufs, c'est très curieux, car c'est un pain dont la garniture, physiquement, c'est comme s'il n'y en avait pas. C'est comme s'ils avaient juste mis de la sauce, rien d'autre, mais c'est bon, et ce pain, je l'adore. Ceci est le pain sucré en bata, contenant de l'anko, pâte sucrée de haricots rouges, fèves ou haricots blancs. Il y a du beurre, même s'il n'est pas pur, cette combinaison reste une vraie bombe. Super dégoulinant. C'est une bombe calorique, c'est très bon, mais tu t'en mets partout. Les échantillons plastiques classiques, ce sont tous des douceurs faites essentiellement avec du riz. C'est du riz transformé en pâte, combiné avec, il y en a des salés, il y en a des sucrés. Là-bas devant, les ambulanciers sont en train d'emmener une fille parce qu'elle a sûrement attrapé ce qu'on appelle ici Nechuyo. C'est, comment dire, une insolation. Oui, un coup de chaleur. Elle a eu un coup de chaleur. Le problème, c'est que l'été ici est très lourd, très humide, la chaleur frappe très fort. Ah, regardez les boutiques de gâchapon. Non, ne nous arrêtons pas pour regarder ça. Comme il fait tellement chaud, heureusement, ici dans ce pays. Comme il n'est pas mal vu que les hommes utilisent un parapluie, je sors avec un parapluie parce que le soleil tape très fort. Ouf! Savez-vous vraiment la différence entre avoir ou non un parapluie? Voilà, les gars, à partir de maintenant, toutes les vidéos seront avec un parapluie. Putain, il fait une chaleur que vous n'imaginez même pas. C'est que le soleil tape très fort, il y a beaucoup d'humidité, il fait très chaud, et franchement, avec un parapluie, au moins, c'est comme si je marchais à l'ombre, au moins. Ça rend mal en vidéo, donc je vais me sacrifier et laisser le parapluie. Mais par contre, dès que la caméra s'arrête, je ressors le parapluie. Et à quelques mètres, nous avons le cimetière de Yanaka, qui est l'un des plus grands cimetières de Tokyo. Ce cimetière est un cimetière municipal. Mais autour de cette zone, à cause d'un incendie qui a eu lieu il y a plus de 100 ans, beaucoup de temples bouddhistes ont déménagé dans cette zone, et dans ces temples bouddhistes, il y a beaucoup de petits cimetières. Bon, je dis que ce sont des temples bouddhistes, parce que le bouddhisme est la religion qui se base sur la vie d'après, sur le thème de la mort, et donc, les cimetières sont toujours gérés par des temples de cette religion. Dans le cas du Japon, les cimetières sont des cimetières familiaux. Par exemple, là il est écrit Tanaka Kei, c'est la famille Tanaka. Dans cette tombe, il n'y a pas vraiment quelque chose sous terre, mais il y a un espace qui s'ouvre comme une sorte de cavité. Je n'ai jamais vu l'ouverture des cimetières, mais c'est là que reposent les cendres de cette famille. Traditionnellement, c'est toujours le cimetière d'un père. Et de là, l'épouse et le fils aîné et son épouse, le fils aîné et son épouse, et ainsi de suite. Normalement, quand on n'est pas l'aîné, quand on est par exemple le deuxième fils,
il devrait avoir son propre cimetière, mais s'il ne s'est jamais marié, s'il n'a jamais eu de famille, on peut parfois l'incorporer au même cimetière. Et pour les femmes, c'est pareil, mais si elles se marient, elles doivent entrer dans le cimetière de leur mari. Ici, par exemple, nous avons peut-être des versions un peu plus économiques pour déposer les cendres. Je n'en suis pas complètement sûr, mais je suis presque certain que ceci dans... Si on fait les démarches nécessaires, ceci peut s'ouvrir et on peut y mettre les cendres de cette personne. C'est-à-dire, ce n'est pas une grande tombe, mais plutôt un espace collectif. À propos, beaucoup se demandent ce que sont ces plaques. Celles-ci s'appellent Tsotoba, ce sont des plaques commémoratives en fait, lorsqu'il y a un anniversaire de décès ou pendant la période d'Obon, qui est la période pour commémorer les morts. Et il y a des mots en japonais, parfois en sanskrit, et la famille les place pour commémorer les défunts. Et donc, c'est un cimetière qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, il y a beaucoup de cimetières très anciens conservés dans cette zone. Ensuite, les petits temples autour sont déjà plus, comme ils ne sont pas municipaux, mais plutôt privés. Et évidemment, c'est un peu plus cher. Parfois, on dit que seules les personnes qui ont déjà des relations avec le temple peuvent y entrer. Mais bon, il y a un peu de tout. Mais on remarque bien quelles sont les tombes récentes et les anciennes. Là-bas, on en voit plusieurs, manifestement très anciennes, faites de pierres plus rustiques. Ce cimetière est vraiment immense et n'a rien à voir avec l'ambiance précédente ni celle à venir. Et à seulement quelques mètres, on a la zone de la gare d'Uguizudani, qui est connu pour être un quartier de love hotels, c'est-à-dire des hôtels de passage. C'est pour ça que ce quartier où se trouve la gare d'Uguizudani est connu. C'est un quartier d'hôtels où vont les couples, mais pour la grande majorité, je dirais, la plupart sont des filles de service d'accompagnement du genre livraison. C'est-à-dire, vous voyez que ce monsieur vient d'entrer seul. Par conséquent, il va avoir une rencontre à l'intérieur de l'hôtel, dans l'une de ses belles chambres, avec une fille qui viendra frapper à sa porte pour un service payé par téléphone. Le fait est que dans cette zone, il y a tellement d'hôtels qu'il est devenu très courant que beaucoup de filles travaillent dans ce secteur. Parce que dans cette zone, il y a le bureau où travaille l'agence, à laquelle on téléphone et ils disent « Bon, dans tel hôtel, à telle adresse ». Et puis, une fois que vous avez la chambre, s'il vous plaît, rappelez-nous, là, il faut donner le numéro de chambre pour que la fille vienne. Non, en plus, il y a des hôtels d'un style assez luxueux. Même celui-ci propose la location gratuite de cosplay, c'est-à-dire ces déguisements que, évidemment, peuvent utiliser aussi bien les couples que quelqu'un qui a payé un service. Le fait est que c'est très drôle, parce qu'une amie, eh bien, il y a des années, je l'ai interviewée car elle avait travaillé dans ce domaine. Et elle me racontait que parfois qu'elle venait très souvent dans cette zone. Un jour, tard la nuit ou tôt le matin, je ne sais plus. Elle se rendait à la gare où elle croisa justement une jolie connaissance qui en sortait. Et elles se sont saluées, du genre « Ah oui, ça va, comment tu vas, tout va bien ?» Oui, bon, salut. Et bien sûr, c'était très évident, parce que toutes les deux se sont mises à se saluer, un peu nerveuses. Et donc, toutes les deux se sont rendues compte qu'elles travaillaient dans cette zone. Alors, nous sommes dans le Don Quichotte du quartier, qui est... Le Don Quichotte a toujours son rayon de cochonnerie, voyons. C'est bien plus petit que prévu, il n'y a vraiment pas grand-chose, voyons. Ici, il y a des jouets pour adultes. Parfois, il y a des sous-vêtements neufs, pas usagés. Non, c'est souvent une arnaque, ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs manga? Ce sont des godemichés pour hommes. Ah. Entrer dans le magasin nous a fait du bien avec cette chaleur. Allons voir des choses plus jolies. Regardez tout ça, maintenant on revient à des trucs plus familiaux. Mais bon, la réalité c'est qu'ici, la plupart des gens qui viennent et travaillent dans ce genre de choses viennent généralement mieux préparés. Il n'est donc pas nécessaire de faire des achats d'urgence chez Don Quichotte. Maintenant, ici, il y a un tout petit magasin que je vois de l'extérieur et il semble qu'ils vendent des médicaments. Pour la dysfonction érectile, de la lingerie. Ici, il y a une machine à gâchapon avec des petites culottes. J'aime bien, parce qu'ici, c'est déjà comme ça. Ah, c'est écrit, lingerie, gacha. Bien sûr, oui, on sait directement ce que c'est, il n'y a aucune surprise. Qui achèterait ces choses? Non, parce qu'en vrai, je veux dire, elles ne sont même pas utilisées, mais bon.
Mais la vérité, c'est qu'ici, il y a beaucoup de filles qui marchent seules. En fait, celle derrière moi s'est sûrement abritée avec son parapluie, car elle doit être une travailleuse, honnêtement. Ce n'était pas intentionnel. Je n'aime pas déranger les gens, mais on voit beaucoup de filles assez jolies marcher et on les voit errer dans le quartier. Et en vérité, c'est très curieux. En fait, il y a une fille qui marche devant, qui marche en se couvrant le visage, c'est-à-dire on sent vraiment l'ambiance. Maintenant, autre chose, c'est que dans ce quartier, il y a environ 10 ans, je suis allé à un événement qui s'appelait Department H. C'était dans cette zone. C'était une sorte de festival mensuel où tout ce qui était lié aux fétiches avait lieu. Très lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, très ouvert à tout. Sur cela, sur l'ancienne chaîne, j'avais mis une vidéo à ce sujet, mais elle a été supprimée parce qu'il y avait des choses un peu trop osées sur la scène quand la scène n'était plus utilisée, mais l'un des organisateurs était assis sur la scène et une jeune fille lui faisait ça à l'un des organisateurs. C'est comme dire, tu veux juste essayer par curiosité. Non, oui, mets la main, et il a mis la main, et là on est resté. Waouh! C'était un événement très intéressant. Et ici, de ce côté, nous avons les voies ferrées, de l'autre côté des voies, c'est encore une ambiance complètement différente. Et de ce côté, nous avons le marché d'Ameyoko, très populaire, très touristique. Comme si cela ne suffisait, en face de l'hôtel de l'amour, nous avons un petit parc avec des jeux pour enfants. Le parc le moins fréquenté par les enfants que j'ai jamais vu de ma vie. Mais bon, il y a des sans-abri et une zone fumeur dans le parc. Et ces grandes voies séparent ce qu'est le quartier de Guizhou-Dani, et d'ici on peut voir le nombre d'enseignes d'hôtels. De l'autre côté des voies, l'ambiance est très différente. D'ici, il y a le musée national et, de l'autre côté des voies, un immense parc. Le parc, l'un des plus importants de Tokyo. Ici, nous avons le musée national, le musée des sciences naturelles, le musée d'art, le musée, il y a le zoo et plusieurs temples. Comme cet endroit est un parc historique, d'ailleurs, officiellement, c'était le tout premier parc du Japon. Petite anecdote, le musée national a un abri antimissile. Donc si jamais la Corée du Nord lance des bombes, les dames de compagnie peuvent courir s'y réfugier. Et les vilains garçons aussi. Regardez, il y a justement une carte ici, ça c'est la zone d'Ugisudani, et là c'est déjà le côté du parc qui est immense. Bon, certains d'entre vous ont peut-être vu le film Le Dernier Samouraï, celui avec Tom Cruise. Eh bien, le personnage de Ken Watanabe, alias Katsumoto, dans le film, eh bien ce personnage est inspiré de cette personne, Saigo Takamori, qui a été considéré comme le dernier samouraï. Pourquoi a-t-il été considéré comme le dernier samouraï? Parce que, eh bien, à l'époque de l'abolition du shogunat, quand les samouraïs étaient déjà en train de disparaître, le Japon est en train de devenir un pays moderne avec une constitution, et le pouvoir a été transféré à l'empereur et tout cela. Lui, comme il était un très bon diplomate, a réussi à faire en sorte que de nombreux seigneurs féodaux avec des châteaux remettent leurs châteaux sans recourir à la force. Il a joué un rôle clé dans la modernisation du Japon. Mais le fait est aussi que, comme il le voyait, l'empereur était fortement manipulé par la classe politique, les oligarques de cette époque. Et comme la racine samouraï était en train de disparaître et qu'il était à l'origine un samouraï, il a décidé de rejoindre la rébellion, redevenir samouraï, combattre en samouraï. Et il est mort justement des suites de blessures de bataille près de Kumamoto, dont il était originaire, tout au sud du Japon. Il a été vu comme un héros pour avoir soutenu les deux camps et être mort en samouraï, d'où le titre du dernier samouraï. Et en plus, ce parc était à l'origine une zone d'installation de samouraïs. Et ici a eu lieu ce qu'on a appelé la bataille de Ueno, où l'armée impériale a combattu les samouraïs qui défendaient cet endroit. Et ceci est une tombe qui a été érigée en hommage aux samouraïs tombés au combat. Ce parc historique est génial pour voir les samouraïs. Tout le monde avait la possibilité d'entrer dans l'armée. Ce qui se passe, c'est que, bien sûr, à cette époque, la communication était compliquée, non? C'est comme dire bonjour, nous venons au nom de l'empereur, vous devez remettre le château et rejoindre l'armée. Ah, on va tuer. Qui êtes-vous? On va le tuer. Et après, eh bien, bonjour, nous revenons au nom de l'empereur, nous vous pardonnons ce qui s'est passé la dernière fois. Ah, tuez-le, tuez-le! Et voilà, non! Certains allaient jusqu'au bout. C'est pourquoi, dès le début du film, Tom Cruise demande à un capitaine quelque chose comme ça de l'armée. Il lui dit que c'est bien qu'ils aient dû se battre contre les samouraïs, non les rebelles.
Et justement, il a demandé à l'un de ceux-là. Il connaît les samouraïs et dit « c'est un samouraï ». Mais en réalité, c'est plutôt un ex-samouraï. Il a déjà cessé d'être samouraï et il est entré dans l'armée. Non, samouraï n'est pas un titre qu'on abandonne facilement, il était d'origine samouraï. Mais voyons, le film de Tom Cruise est un film fictif, mais le contexte historique est très bon. Oui, le film a déjà quelques années. Si quelqu'un ne l'a pas vu, je la recommande vivement parce qu'elle est très fidèle à l'époque sur laquelle le film est basé. Et ici, vraiment collé au parc, de ce côté-là, nous avons le lac rempli de fleurs de lotus, et de ce côté, l'un des plus anciens cinémas érotiques de Tokyo. À Tokyo, je me souviens seulement de celui d'Ikebukuro et de celui-ci, très amusant. Car, regardez, tu peux prendre une photo ici avec l'affiche du film qui est en train d'être projetée. Et en plus, ça n'a rien à voir. Ta tête ne paraît pas sur un autre corps, tu es juste là avec l'affiche interactive. Très bien, l'endroit possède 2 cinémas, un en bas et un en haut. Ce dernier, il est très courant que des travestis y aillent, comme ces messieurs qui sont là. C'est bien, je n'ai jamais. Une fois, j'ai essayé de découvrir ce qui se passe dans ce théâtre, enfin, ce cinéma, mais bon, voyons. Je n'y ai pas vraiment fait attention. Je sais qu'en bas, il y a les hétéros, et dans le cinéma du dessus, qui est moins cher, c'est là où vont les travestis. Regardez, là-bas il y a plusieurs messieurs travestis, qui en plus se retrouvent souvent avec les sans-abri, parce qu'il y a beaucoup de sans-abri dans ce quartier. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité en fait. Parce qu'après le tremblement de terre de 1923, ce parc existait déjà en tant que parc. Lors du tremblement de terre, marqué par de nombreux incendies et catastrophes, beaucoup de gens se sont réfugiés dans le parc. À côté, il y a la gare de Ueno, qui a un immense hall, et la même chose s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant les bombardements, comme c'était une zone verte, ils ne prenaient pas la peine de larguer beaucoup de bombes. Et par conséquent, les gens se réfugiaient dans le parc. Et je dormais là-bas, dans le hall de la gare de Ueno, qui est l'une des plus grandes gares centrales de Tokyo. Et en plus, d'ici, ils venaient recruter de nombreux ouvriers pour Sanya. Vous vous rappelez la vidéo sur la zone des sans-abri, qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient payés à la journée? C'était une journée de travail, une journée de salaire. Eh bien, ils venaient recruter beaucoup de gens à cette station, celle de Ueno. Et en traversant le parc, là-bas au fond, il y a la station de Ueno. De ce côté, il y a le célèbre marché Ameyoko. C'est une zone pleine de touristes, avec beaucoup de marchés locaux, des boutiques de vêtements, des endroits pour manger, et tout ça. Et en traversant la rue de ce côté, juste en traversant l'avenue, il n'y a presque plus de touristes ici, car rien n'est vraiment attrayant. Il n'y a pas de panneaux en anglais, il y a beaucoup de restaurants plus typiques, disons, des izakaya, des tavernes. Mais ce n'est pas non plus très différent de ce qu'il y a de l'autre côté. Mais, par contre, de ce côté, il y a plein de bars à hôtesses, c'est-à-dire des bars où ce sont des filles qui servent. Ici, la nuit, c'est vraiment plein. Et en marchant, on va sûrement tomber sur quelques panneaux. Ici, par exemple, on a un club de striptease. Ça, c'est un bar à hôtesse, donc un bar où simplement les filles te tiennent compagnie, pas forcément à côté de toi, mais présentes au bar. Où tu t'assois au bar, tu commandes tes boissons et les filles te parlent, elles sont jolies, c'est tout. Mais attention, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques là-bas. Regarde là-bas, par exemple, les filles travaillent sûrement dans l'un de ces bars, elles attendent de voir si elles attrapent un client. Le souci, c'est qu'on ne sait jamais si c'est une arnaque, car en général, ce sont les mêmes filles qui apparaissent, avec la pancarte à la main qui dit 2000 yens pour tout ce que tu peux boire et des choses comme ça. Le fait est que parfois, il peut arriver qu'on te dise « bon ». Tu veux rester 1 heure. Bon, c'est disons 50 $ et tu peux boire tout ce que tu veux, et parfois tu y vas et tu bois seulement de l'alcool. Mais ensuite, c'est le moment de demander l'addition. Vous voyez ces filles qui tiennent la pancarte? Eh bien, c'est un exemple de celles qui cherchent des clients. Non. Tu dis, bon, 50 $ de l'heure, d'accord, et ensuite, quand tu demandes l'addition, cela fait 400 $, ce qui est très courant. Parce que, bien sûr, ce n'était pas écrit sur le menu qu'il facturait 350 $ pour le droit de s'asseoir. Et c'est quelque chose qui arrive. Et ce n'est pas un piège à touristes, mais plutôt un piège dans lequel tombent beaucoup de Japonais. Vraiment beaucoup.
C'est pour ça que c'est une ambiance un peu dangereuse, on peut facilement t'arnaquer. Et ici, au marché d'Ameyoko, c'est ici que ça me rend triste. Le marché est magnifique, l'endroit superbe, avec beaucoup de nourriture et une vraie authenticité. Mais moi, ça me fait un peu de peine. Ce que vous voyez là en rouge, ce sont des tortues, et c'est vrai qu'elles sont utilisées pour certaines choses, pour des soupes qui se font avec du saké. Et puis, ici, dans la rue d'à côté, par exemple, il y a le distributeur automatique d'insectes que j'ai déjà essayé. Ah, regardez, regardez. Comme c'est la saison d'été. Là, on voit la pastèque carrée, qui par exemple n'est pas utilisée pour être mangée, c'est surtout décoratif. Parce que d'abord, ça coûte très cher, je crois que c'est autour de 200 $, quelque chose comme ça. En fait, le système pour la rendre carrée est breveté. Il n'y a qu'une seule ferme qui a le droit de produire des pastèques carrées. Et en fait, il y a beaucoup de ratés dans le processus. Par conséquent, elles se vendent très cher et servent surtout de décoration. D'ailleurs, les primeurs les utilisent comme décoration saisonnière. C'est comme acheter des fleurs très chères, mais ce n'est pas une fleur, c'est une pastèque carrée. Et en fait, ça n'a aucun sens de la consommer parce qu'elle n'a pas de goût. Vous savez, quand une pastèque, par exemple, quand on arrive à la fin où il y a la partie blanche, qui est fade, qui n'a pas de goût, c'est comme si toute la pastèque avait ce goût-là. C'est pour ça qu'il ne vaut pas la peine de l'acheter et de dire « Oh, je me suis acheté une pastèque carrée, comme elle est jolie, on va en profiter en famille. » Non, très mauvaise idée, c'est purement décoratif. Ah, regardez, la voilà, là-bas, c'est le distributeur d'insectes. Alors, j'ai déjà goûté à ça et franchement, ils sont tous vraiment mauvais. J'ai déjà goûté, je crois, à la mygale, au cafard et aux petits vers. Les petits vers, ceux-là étaient peut-être les plus acceptables. Mais franchement, en général, tout est très cher et honnêtement mauvais. Et maintenant, nous sommes dans un sex shop où il y a une petite machine distributrice de petites culottes usagées qui coûte 3 à 4 000 yens, soit 20 à 30 $. C'est-à-dire, elles doivent être réelles. Regardez, ici on a même des photos de filles. Ça peut être faux, très mis en scène, mais c'est censé être des culottes utilisées. Celui-ci a des photos de taches, mais le problème c'est qu'on dirait que c'est répété. Je ne sais pas à quel point c'est réel, mais est-ce que ces fétiches existent? Non, en fait, tu vois, j'ai vu des magasins où ils montrent vraiment le côté sale. Tu te rends compte que c'est utilisé, mais non. Ici, ça peut être trompeur, peut-être que non. Mais bon, pour le petit curieux qui veut essayer, il peut y en avoir, il y a beaucoup de choses ici. Avec cette chaleur, on méritait une bière. Salut à toi, ta famille, ton animal et ce connard de voisin. Kanpai. Ah, et vous devez écouter le podcast, notre podcast, Sin Miedo Podcast.